Et on se retrouve pour Face à Michel Onfray. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour reprendre le fil du dialogue avec vous, pour évoquer cette actualité politique qui a enflammé les esprits depuis dimanche dernier. Une séquence absolument inédite qui a commencé lors de l'annonce des résultats des élections européennes le 9 juin avec un raz-de-marée en faveur du Rassemblement national. On reviendra sur ce que les Français ont voulu dire non seulement au plan national, bien sûr, au président Macron, mais aussi à l'Union européenne sous sa forme actuelle. Il y a eu ensuite l'annonce surprise de la dissolution par Emmanuel Macron, un président qui a décidé de redonner la parole aux Français après un vote sanction qu'il n'avait sans doute pas anticipé dans cette mesure-là. Il y a bien sûr à droite les déchirements du parti Les Républicains et de son état-major qui n'a pas supporté de voir Éric Ciotti annoncer un accord avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la droite aujourd'hui en France? On évoquera bien sûr les désaccords aussi entre le Rassemblement national et Reconquête d'Éric Zemmour qui a exclu Marion Maréchal, tandis que de son côté, Marine Le Pen appelait à un gouvernement d'union nationale. Enfin, bien sûr, l'accord trouvé à gauche entre des partis que l'on pensait irréconciliables, socialistes, communistes, écologistes et France Insoumise, qui ont réussi en un clin d'œil à mettre leurs différends de côté, et pas les moindres, c'est ce que l'on va voir, pour pouvoir boutiquer une répartition des circonscriptions et donc des sièges, mais aussi avec un programme commun qui promet une rupture totale. Demandez le programme, c'est parti pour aujourd'hui avec Michel Onfray. Michel, on va commencer par la gauche. Le nouveau Front populaire de la gauche est donc né. Déjà, d'entrée de jeu, vous n'avez pas déposé, vous, Front populaire, puisque c'est le titre de votre magazine que j'ai là entre les mains. Si, on a déposé le titre, oui. Donc le titre nous appartient. Je rappelle d'ailleurs que quand nous avons racheté ce titre, c'est parce que le PCF l'avait laissé en déshérence. Je crois que le PCF en était le propriétaire. C'est dire que le Parti communiste français n'en avait pas grand-chose à faire du Front populaire à l'époque, puisqu'avec Stéphane Simon à l'époque, on s'était dit on va attendre encore un mois. Mais évidemment, le PC va reprendre ce qui lui appartient, et le PC n'ayant pas repris ce qu'il avait finalement laissé à la poubelle, nous l'avons repris pour en faire un Front populaire. Alors, à tout vous avouer, je vais vous faire une deuxième confidence, cette revue ne devait pas s'appeler Front populaire au départ. Enfin, c'est du moins ma proposition, c'était le plébéien. Et on a trouvé que ça faisait peut-être un peu trop plèbe. Un peu trop plèbe, donc vous avez dit c'est plus chic Front populaire. Oui, mais dans un esprit, alors pas du tout Front populaire de gauche, ni Front populaire de droite, mais Front populaire français. Bon. C'est Général de Gaulle en fait. Cette façon de dire, faisons un front du peuple. Et permettons à des gens qu'on n'entend pas habituellement, c'est-à-dire ceux qui sont un peu critiques sur la question de l'Europe de Maastricht, d'être entendus. C'est pourquoi nous avons démarré en disant que nous étions des souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs. Bon, alors, en tout cas, ce n'est pas exactement la promesse de ce nouveau Front populaire de gauche, on en est d'accord, qui réunit donc les partis, je le disais, socialistes, communistes, écologistes et France Insoumise. Ils se sont mis d'accord pour se répartir les 577 circonscriptions, 229 candidats France Insoumise, 175 pour le Parti socialiste, 92 pour les Verts, 50 pour le Parti communiste. Il y a aussi un programme commun avec 150 mesures qui promet une rupture totale, avec une priorité au pouvoir d'achat, avec notamment le SMIC à 1 600 € net. On écoute juste Fabien Roussel annoncer une des mesures de ce programme commun. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net. 2 000 € brut, et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation qui est demandée par l'ensemble des salariés du privé comme du public. Alors Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Comme vous voyez déjà tous ces gens qui sont ensemble à la tribune, les Verts, les écolos, les Insoumis, les communistes, qu'est-ce que ça vous fait tout simplement? Honte, carrément. Oui. Oui, parce que voilà des gens qui se détestent, tous, copieusement. Vraiment copieusement. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, juif, s'est fait cracher dessus par des antisémites. On a dit à l'époque de la France Insoumise a dit non, c'était des communistes, enfin du moins c'était cette partie-là de la gauche. Et donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a affaire, je crois que vous avez oublié le nouveau parti anticapitaliste qui fait partie de cette bande. C'est-à-dire qui, eux, sont franchement pro-palestiniens, franchement pour une solution violente et franchement dans la défense du Hamas. C'est-à-dire que d'un seul coup, les antisémites prennent la voie et finalement embarquent tout le monde dans cette aventure. C'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. Antisioniste, antisémite, et avec des propositions. Alors, pour le coup, le social, moi, je suis pas contre. C'est même ce qui m'intéresse chez Mélenchon, éventuellement. C'est-à-dire que augmenter le SMIC, en finir avec la loi sur les retraites, etc. Ça, je suis plutôt pour. C'est ma part de gauche. Mais il y a cette façon de passer par pertes et profits, ce que dit une partie de cette gauche,
en nous disant en gros que finalement le Hamas c'est un mouvement de libération et que tant pis si les Juifs disparaissent et qu'il faut du Jourdain jusqu'à la mer faire de telle sorte qu'il y ait un État palestinien, donc en lieu et place de l'État israélien. Ça s'appelle de l'antisémitisme. C'est l'une des modalités de l'antisémitisme. C'est la forme de l'antisionisme, mais c'est l'antisémitisme comme il y en eut jadis avec un anticapitalisme avec lequel ils n'ont pas rompu. Donc tout ce monde se déteste. Je crois que c'était la France Insoumise qui avait traité Fabien Roussel de Doriot, en disant qu'il était Doriot, c'est-à-dire un collaborateur français qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Vous avez là des gens qui, trotskistes comme Mélenchon ou communistes comme Roussel, sont des gens qui ont derrière eux le pacte germano-soviétique, puisqu'ils voient sans cesse dans un Front National la présence de la Waffen-SS. Je veux bien, mais eux, pendant 2 ans, ils ont collaboré. Jusqu'à ce qu'Hitler dise, nous, c'est fini, pour le pacte c'est terminé, opération Barbarossa, etc. Et les communistes deviennent résistants en 1942. Donc tous ces gens qui nous donnent des leçons, j'ajoute trotskistes compris, c'est-à-dire que ça concerne aussi le nouveau parti anticapitaliste, sont des gens qui s'en viennent réveiller les mannes de Léon Blum, qui lui était juif et qui a voté contre les pleins pouvoirs de Pétain et qui défendait la création de l'État d'Israël. Donc c'est un peu une espèce de, pour le coup, de soupe populaire plutôt que de front populaire, dans laquelle il s'agit juste de sauver des sièges. Et petite lecture gaulliste, c'est vraiment l'affaire des politiciens, comme il disait. Oui, c'est le général de Gaulle qui avait créé ce néologisme. Et on a là une photo des politiciens, chacun disant, alors la France, tout le monde s'en moque, défend pas la France, mais juste mon poste. Bon. Et donc ils veulent être élus, réélus. Et puis si ça se fait sur le dos des Juifs, c'est pas très grave. On va juste écouter Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui dit « La gauche n'est pas irréconciliable », alors qu'il a dit exactement l'inverse pendant toute la campagne des Européennes. Il juge même que Jean-Luc Mélenchon rendait impossible une alliance à gauche après les Européennes. Écoutez juste ce qu'il a dit. Je vous le dis, au nom des socialistes, nous sommes extrêmement fiers d'être avec toute la gauche et les écologistes. Nous avons entendu souvent dire que nous étions irréconciliables. Nous sommes en train de vous faire la démonstration que quand l'essentiel est en jeu, nous sommes là, toujours là. Voilà, il n'y a donc pas, selon Olivier Faure, Michel Onfray, de gauche irréconciliable. En même temps, ils arrivent à se mettre d'accord en un temps record. À gauche. Mais ce que ne fait pas la droite. Oui, mais il faut faire une petite analyse de ce que vous venez de nous montrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il parle de l'essentiel. On aimerait savoir ce qu'est l'essentiel pour lui. Sûrement pas la France, sûrement pas les Français, sûrement pas l'honneur, sûrement pas la morale. Donc c'est quoi l'essentiel ? C'est sauver les postes. Justement, c'est la gamelle. Jean-Pierre Chevènement, il avait une belle formule pour ça. Il parlait de quelqu'un très précisément, mais il me disait c'était un croutard. C'est quoi un croutard ? C'est quelqu'un qui cherche sa croûte, quoi. Et donc ils veulent absolument être réélus. Alors s'il faut s'appuyer sur machin bidule un tel, peu importe qu'il ait défendu le Hamas, peu importe qu'il ait estimé que on avait traité l'autre de DA, le suivant de Doriot. Enfin, on a ici des productivistes qui sont, par exemple, le Parti communiste, défense absolue du nucléaire français et des centrales nucléaires. Et puis les écologistes qui n'en veulent pas et qui veulent en revanche. C'est-à-dire que c'est le mariage de la carpe et du lapin, quoi. C'est tout ça juste prétendument antifascisme. Justement, et vous avez souligné dès le départ la question de l'antisémitisme, qui était un fossé béant entre ces partis. On va écouter Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui était notre invité cette semaine, et sur la question du Hamas. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ? Question simple. Écoutez la réponse. Nous avons des points d'accord. Nous sommes par exemple tous d'accord pour dire qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Nous sommes par exemple tous d'accord pour dire qu'il faut décréter un embargo sur les livraisons d'armes pour que s'arrêtent les massacres. Et les points de désaccord, monsieur à Gaza. Bompard. Les points de désaccord, ça fait l'objet des discussions et vous verrez bien à la fin. Mais nous sommes tous d'accord aussi, madame, pour condamner que le Hamas est une organisation terroriste. Les massacres terroristes qui ont été commis par le Hamas. Non, le Hamas est un groupe terroriste ou pas ? Madame, je vous ai répondu 15 fois. Je ne vais pas. Mais si, je vous ai répondu avec les mots qui sont les miens et je crois qu'ils ont été clairs à l'écoute pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour vous, ce que vient de dire Manuel Bompard, Michel Onfray ? Non, parce qu'on sait très bien que dans le fond, il suffit juste de savoir, d'avoir un peu de mémoire. Je le lisais il y a encore quelques temps pour un travail que je suis en train de faire, mais qu'à l'époque où Ahmadinejad était à la tête des présidents de l'Iran et de la République islamique d'Iran, qu'il voulait à l'époque rayer Israël de la carte et que Jean-Luc Mélenchon lui trouvait déjà des vertus à ce monsieur. Donc voilà, je veux bien que quelqu'un qui nous dise on raye Israël de la carte n'est pas un antisémite, mais enfin il va falloir quand même qu'on en fasse la démonstration. Rayer de la carte.
Donc, c'est pas neuf. C'est-à-dire que oui, effectivement, ces gens-là défendent le Hamas, jadis l'OLP, le Fatah, ils défendent les Fedayines, la lutte armée, ils ont défendu en 72 l'assassinat des athlètes israéliens. Enfin, ce sont les mêmes qui aujourd'hui nous disent non, on pense tous à peu près la même chose. On veut un État palestinien, mais c'est quoi l'État palestinien? C'est 2 États, c'est un État palestinien à la place de l'État israélien. C'est peut-être, comme le disait Edouard Saïd, et moi j'aime beaucoup cette formule, un État binational qui permettrait, sur le principe d'Albert Camus, de fédérer ces 2 peuples qui va finir par falloir concilier un jour. C'est pas possible que ça dure comme ça autrement. Mais cette façon d'imaginer que les Israéliens seraient tellement méchants qu'ils attaqueraient à Gaza parce qu'ils veulent y faire des massacres, j'ai juste envie de dire, mais vous n'avez pas beaucoup de mémoire. C'est vrai que si ça les ramenait au pacte germano-soviétique, ça les gênerait. Mais qu'ils aient juste une mémoire qui remonte jusqu'au 7 octobre, c'est une mémoire d'oiseau, c'est pas grand-chose. Poisson rouge. Le poisson rouge, en disant, il y a eu ça, puis il y a eu la réponse par la suite. Israël mène une guerre qu'on lui a déclarée. Alors on a déclaré une guerre sur le principe terroriste, que la chose soit clairement dite, mais ils ont clairement choisi leur camp, et depuis très longtemps. Si vraiment on a besoin de lire sans avoir les sous-titrages, qu'on aille voir le nouveau parti anticapitaliste qui fait partie de la bande. Absolument. Un dernier mot là-dessus sur la gauche. Ils veulent tous être Premier ministre, c'est ça qui est bien. Oui. Donc Jean-Luc Mélenchon s'est proposé, Monsieur Ruffin, François Ruffin, Monsieur Roussel, c'est vraiment la foire d'empoigne. Oui, Glucksmann avait parlé de Berger en disant on a encore un candidat. Enfin voilà, entre Laurent Berger, ancien patron de la CFDT, et puis François Ruffin, il y a un moment donné, on se dit c'est la foire à Matignon, et personne ne parle de la France, personne ne parle des Français. C'est-à-dire, ce sont des hémiplégiques, chacun veut une moitié de France et préempte la moitié de France en disant moi je veux une moitié de France plus 1. Et ça me suffira. Le général de Gaulle, 51%, ça ne lui suffit pas. On va l'entendre dans cette émission. On est d'en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, il y a aussi un grand risque de violence qui pèse sur toute la période qui nous sépare des élections législatives. Il y a déjà eu un certain nombre de manifestations, notamment place de la République à Paris. On a entendu des messages de Jordan, t'es mort. Les renseignements, les services de renseignement craignent un effet de défouloir avec des casseurs d'extrême gauche présents tout au cours de ces prochains jours. Est-ce que c'est un des risques? Il y a des séquences où si on entend les manifestants dire Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Il y a un parfum de quoi? De sédition dans l'air? Oui, de pré-révolutionnaire. Enfin, moi, je parle de guerre civile à bas bruit depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, on me dit que j'ai tort. Et puis, je supprime à bas bruit. Elle n'est plus à bas bruit. On le voit très précisément. J'ai vu l'autre jour, l'anti-France gagnera. On n'a pas le droit d'utiliser le mot anti-France. C'était une banderole? Non, c'était un bombage. Ouais, et donc, l'anti-France, c'était utilisé par Maurras. Alors, c'était pas bien. On utilisait l'expression anti-France. Et bien là, d'un seul coup, on se dit, c'est même l'anti-France qui revendique le concept d'anti-France. Et de fait, ce qu'on propose là, avec ce fameux nouveau Front populaire, c'est la France de l'anti-France. Ces gens qui nous disent la police tue. Non, la police se fait tuer, ne tue pas. Ce sont des gens qui disent, mais quand c'est interdit, c'est quand même autorisé. Quand il y a une manifestation interdite contre les bassines ou les extensions ou les constructions d'autoroutes et que la préfecture dit c'est interdit, ils y vont. Ils sont dans l'illégalité. C'est-à-dire, il y a plein de moments où ils sont dans l'illégalité. Ils nous disent que la France est un État raciste et racial. Je regrette, quand ils parlent de la Nouvelle-Calédonie, ils veulent un État racial et raciste. Ils estiment qu'un blanc qui est là depuis 4 générations, c'est un raciste, pendant que ce sont les Kanaks qui les traitent de sales blancs, qui passent pour des gens qui sont du terroir et qui ont des racines. Grand discours pétainiste d'un seul coup. Et on parle des peuples premiers. On a l'ancienne ministre le garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui sont venue nous parler des peuples premiers, du droit à l'enracinement et de la possibilité. On se dit, ah tiens, elle a lu Pétain, qu'est-ce qui lui arrive? Et d'un seul coup, on voit bien que ce qu'on nous propose aujourd'hui, enfin ce que cette gauche nous propose, c'est ça. C'est la France qui défend Naël en disant pauvre petit garçon, mineur, qui conduit une voiture qui ne lui appartient pas, sans permis évidemment, sans assurance. Il ne méritait pas de mourir non plus, de toute façon. Personne ne dit que c'était très bien de le tuer, personne ne dit ça. Simplement estimer qu'un policier qui effectivement fait ce qu'il fait, que ce soit un salaud et qu'immédiatement on l'envoie en prison, on se dit qu'il y a quand même un moment, il s'est passé la même chose à Cherbourg la semaine dernière. C'est-à-dire, il y a un moment donné où on se dit effectivement il ne faut pas bon être policier. Vous le savez très bien, aujourd'hui les policiers ne peuvent pas rentrer chez eux habillés en policier, que les enfants sont obligés de cacher la profession des parents policiers. C'est inadmissible cette société-là quand même. Eh bien, ce que nous disent les gens qui sont derrière Mélenchon, c'est que la police tue, que la France est raciste, qu'il faut être dans le décolonialisme, que le métissage c'est formidable et que les sales blancs de 50 ans, le catholicisme, etc., tout ça, il faut jeter à la poubelle. Et ils sont tous là en train de nous dire du nouveau parti anticapitaliste à Glucksmann qu'ils s'entendent comme larrons en foire et que, tu sais, embrassons-nous Folleville, votez pour nous et nous aurons Mélenchon qui fait l'éloge de Robespierre, qui fait l'éloge de Castro, qui fait l'éloge de Chavez, qui fait l'éloge de la Chine.
qui estimait à une époque que le Tibet, occupé depuis 1959, c'était quantité négligeable, parce qu'il parlait des bonnets pointus, etc., en se moquant des Tibétains et de leur religion. On se dit, ce sont quand même tous ces gens-là, et les gens qui nous diraient, qui veulent arriver au pouvoir, et les gens qui nous diraient qu'ils n'ont pas su. Quelqu'un qui vous dit que Robespierre est son héros, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fantastique. Alors Michel, on a parlé sur CNews et Europe 1 de la gauche, de cette union qui s'est faite très rapidement à gauche. À droite, en revanche, c'est très compliqué. Éric Ciotti, chez les Républicains, a provoqué un véritable séisme en annonçant sa volonté de nouer une alliance avec le Rassemblement national pour ces élections législatives. Une décision inédite après des années de politique du cordon sanitaire. On va juste écouter ce qu'en pensent les Français, parce que moi, je reviens toujours aux électeurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ceux qui ont voté le 9 juin, qui ont mis pour la majeure partie d'entre eux un bulletin Rassemblement national dans l'urne? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe en ce moment chez les Républicains? Quelques réactions de Français. Quelqu'un comme Éric Ciotti, pour moi, c'était prévisible. C'est quelqu'un qui tenait le même discours que le RN. Je trouve que c'est une grande trahison des gaullistes. On se retrouve dans des situations où tout le monde veut avoir sa bonne place, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ils ont quand même un programme qui est parfois similaire et des valeurs qui sont similaires. Bien sûr, la droite et l'extrême droite, c'est différent sur certains points, mais se ressemblent aussi sur beaucoup de points. Donc ça ne m'étonne pas forcément. Michel Onfray, les Français sont assez partagés. On a fait un sondage Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à cette alliance entre les Républicains et le Rassemblement national? Contre 54%, pour 45%. Qu'est-ce que ça dit, au fond Ça dit que les partis ne travaillent pas et qu'ils sont dans l'urgence. Alors évidemment, ils ont tous été pris de court. Mais ça fait des années qu'on ne travaille pas chez les Républicains, qu'on ne travaille pas chez les socialistes, qu'on ne travaille pas chez les Sur le fond, vous voulez dire, hein, sur les idées, le programme. Voilà, comment peut-on être communiste aujourd'hui? Comment peut-on être socialiste aujourd'hui? Comment peut-on être gaulliste aujourd'hui? Parce que bon, il y a des voitures avec gyrophare, il y a des bons restos, il y a des notes de frais payées par les contribuables. Enfin bon, voilà. Mais en même temps, personne ne bosse. Et depuis qu'en 83, Mitterrand a cessé d'être socialiste et qu'il a fallu trouver un logiciel, il est allé chercher un logiciel européiste, puis après on lui a dit que ça ne suffit pas, il est allé chercher un logiciel américain avec la gauche gauchiste. Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire être gaulliste aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on doit pouvoir se poser autrement qu'en 8 jours, voire en 48 heures. Alors ce que fait Éric Ciotti, c'est dans la tradition bonapartiste du gaullisme, c'est pas impensable non plus. C'est-à-dire que dans chaque parti, vous avez deux extrémités. Vous avez des républicains, une aile droite, une aile gauche. Vous avez les socialistes, une aile droite, une aile gauche. Vous avez chez les macronistes, des macronistes de gauche, des macronistes de droite, etc. Vous pensez bien que ces bouts-là peuvent s'associer. Ce que d'ailleurs a fait Macron. Qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il a aspiré une partie des Républicains, dernière prise de guerre en date, Rachida Dati, et puis à une époque, il aspirait aussi des socialistes, enfin encore qu'il était lui-même socialiste, puisqu'il venait de chez Hollande, notre ami Macron. Donc il y a un moment donné où ils font tous semblant de ne pas s'entendre, alors qu'en fait, ils pensent la même chose sur Maastricht. Droite maastrichtienne et gauche maastrichtienne devraient faire un bloc. Et moi, je serais pour que la gauche anti-maastrichtienne et la droite anti-maastrichtienne fassent aussi un bloc. Pour l'heure, Ciotti, il fait un bloc déjà avec la droite anti-maastrichtienne, disons-le comme ça, je ne pense pas qu'ils soient anti-maastrichtiens, enfin plutôt gaulienne. Ça se prépare. Et quand on fait de la politique, on n'est pas obligé de faire forcément beaucoup de morale. Mais quand vous vous dites, bon, si on va voir les cadres, effectivement, les cadres, eux, ils veulent juste sauver leur poste, leur place. Le petit peuple des électeurs ou des sympathisants des Républicains, eux, ils veulent penser à la France, ils veulent penser à des programmes, etc. Il lui suffisait de court-circuiter le sommet en allant solliciter la base, mais 6 mois en avant, 1 an en amont. Oui. Et en disant, j'ai cette légitimité. La dissolution, là, un peu près de court, comme tout le monde. Ben, c'est pas normal que des gens dont la politique est le métier soient pris de court par ce genre de choses. Ça fait partie des hypothèses. Quand on fait ça 10 heures par jour, ça fait partie des choses qu'entre deux bons restos, on doit pouvoir envisager, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on est dans une logique populaire dans le gaullisme? À ce moment-là, on construit le parti autour de ça. Ou est-ce qu'on continue à avoir une logique de gens qui sont dans des partis? Et on s'entend dire des Xavier Bertrand qui ont quitté les Républicains, qui sont revenus pour avoir la caisse en se présentant aux présidentielles, ou Valérie Pécresse qui avait quitté, qui revient en se disant je vais avoir besoin du dispositif du parti, etc. Ces gens qui nous donnent des leçons de morale en parlant de traîtrise. Je veux bien, enfin, un peu imaginer que Ciotti n'ait pas été délicat dans sa manœuvre, parce qu'il aurait pu préparer et faire de telle sorte que ça puisse être entendu et conçu et compris par tout le monde. Mais enfin, je préfère sa proposition à lui que ces gens qui nous donnent des leçons de morale et qui sont là en se disant je veux être is no good, quoi. Je veux être président à la place du président. On a Wauquiez qui sort de sa grotte et qui nous dit j'ai des choses à vous dire, et tous ces gens qui sont des prétendants au pouvoir, pourquoi faire? C'est quoi le pouvoir? Pourquoi faire? Si c'est pour faire la même chose que Macron, votez Macron. Alors, il y a aussi la question de que faire en cas de second tour entre
la gauche, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national? Est-ce qu'il y a un vote utile qui va se mettre en place? Pascal Praud a posé cette semaine la question à François-Xavier Bellamy, qui est pourtant hostile à l'alliance d'Éric Ciotti et du Rassemblement national. Il a dit non, moi je voterai pour le Rassemblement national, a dit François-Xavier Bellamy, pour faire barrage à l'alliance de gauche s'il y est obligé. C'est une question que tout le monde va devoir se poser, Michel Onfray. Je pense que c'est une question que tout le monde s'est posée, que tout le monde a résolue et que très peu de gens ont le courage de dire, parce qu'il y a un moment donné où le pauvre François-Xavier Bellamy va passer pour un collabo. Mais c'était un travail, c'est pourquoi je dis que c'était un travail à faire en amont, juste en disant il va falloir, maintenant puisque l'ordre des choix nous est proposé, on a d'un côté effectivement un bloc Hamas, en gros, des colonialistes, où on nous dit vous pouvez voter pour le wokisme, vous pouvez voter pour l'islamo-gauchisme. Moi j'ai écouté Emmanuel Macron, c'est ce qu'il nous a dit, il y a 3 blocs. On va l'écouter tout à l'heure. Voilà. Et puis il y a de l'autre côté Marine Le Pen qui ne sait pas ce qu'elle dit et qui a un programme communiste, c'est formidable. On ignorait que Marine Le Pen fut communiste et qui veut la retraite à tel âge, etc. Et puis au milieu, il y a un bloc de gens intelligents, raisonnables, qui sont quand même les macroniens. Revenez chez nous, vous ne pouvez pas être aussi débile que des mélenchoniens, vous ne pouvez être pas aussi débile que des le pénistes. Ça ne marche pas. Ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est qu'ils sont toujours dans des logiques de parti, mais que les gens que moi je rencontre sont des gens qui sont dans des logiques de référendum. Là, ils vont faire une espèce de référendum et ça va être un plébiscite. Vous croyez ? Oui, les gens ne vont pas dire on va choisir un projet de société, ils vont dire on ne veut plus de Macron. Et après, que ce soit à l'issue, que soit le Rassemblement national ou le Front populaire. Oui, je pense qu'il y a un moment donné où les gens diront, il n'y a encore pas compris, il s'en vient nous expliquer à longueur de télévision que, en gros, s'il y a de la délinquance, c'est parce que les gens regardent trop CNews. C'est une montée en épingle. Ou écoute Europe 1. Et les gens se disent, mais il n'a toujours pas compris. Et puis après, il fait intervenir des concepts dont on se dit, ils sont empruntés à l'extrême droite, où il est en train de nous expliquer qu'il y en a marre de l'immigration qui pose problème. Ah bon, mais qui parle? Vous faites un test à l'aveugle, vous dites c'est qui? C'est peut-être Darmanin? Non, c'est pas. Alors c'est probablement Barbedella, mais non, c'est Macron. Mais Michel Onfray, il y aura un choix de civilisation quand même à faire? Oui. Sur ce second tour des législatives, le 7 juillet? Oui. Je pense qu'il y aura entre quoi et quoi? Il y a 3 choix de civilisation. Il y a effectivement une société multiculturelle accélérée, avec un immigrationnisme total, avec effectivement la haine de la France, la fameuse anti-France, dont les anti-français nous disent qu'ils en sont fiers. Bon, dont acte, puisque effectivement l'anti-France se présente comme l'anti-France, il y aura eux. Et puis il y aura effectivement une autre anti-France qui est la France de Maastricht, en disant vivement un État fédéral dans lequel Bruxelles pourra piloter tout seul, indépendamment des peuples. Et puis on aura de l'autre côté là, une espèce de France vieille France, old school, un peu nationale. Est-ce que Marine Le Pen est capable d'avoir des idées qui ne soient pas indexées sur la perspective de la présidentielle? C'est aussi ça. J'ai cru comprendre qu'ils étaient déjà en train d'enterrer le projet qui était le leur, d'en finir avec la loi sur les retraites. Alors on se dit, ça commence déjà, le reniement, c'est pas commencé que ça commence déjà. Attendons les programmes. Mais moi j'ai lu ça dans Le Monde, un journal alors ça, vraiment, si c'est dans Le Monde, c'est pas suspect d'être... donc la chose nous a été dite, ça commence. Alors bon, on voit bien, c'est reniement sur toute la ligne, ça manque de gaullisme. Allez, petite pause, Michel Onfray, sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve, on va parler du Rassemblement national et d'Emmanuel Macron, ainsi que du signal qu'envoyaient les Français sur l'Union européenne. A tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on a parlé de la gauche, on a parlé des Républicains et de la droite. Parlons maintenant du Rassemblement national. Marine Le Pen est arrivée, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen est arrivée largement en tête lors de ces élections européennes. Marine Le Pen est désormais en campagne pour les législatives. Elle était en déplacement cette semaine à Hénin-Beaumont. Elle a promis un gouvernement d'union nationale en cas de victoire, dit-elle, pour sortir la France de l'ornière. On va l'écouter et je vous passe la parole ensuite. Nous sommes dans un très bon état d'esprit, vous l'imaginez. Nous avons la possibilité de gagner ces élections, de faire un gouvernement d'union nationale avec calme et sérénité. Il faut sortir la France de l'ornière et face à un bloc extrêmement inquiétant, qui est celui de la NUPES 2, qui est pire que la NUPES 1. Eh bien, moi j'appelle tous les Français à se mobiliser, à venir nous aider pour le pays, pour envoyer une équipe qui va faire gagner 3 ans à la France. Voilà pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, Michel Onfray, un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est possible ? Non, parce que je pense que les deux opposants, enfin le bloc macronien et le bloc insoumis, ne sont pas pour l'union nationale.
Ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français, ils n'aiment pas les résultats des votes. Après tout, il y a un résultat de vote, les gens ont voté. Ils veulent s'asseoir dessus. Ils descendent dans la rue, ils expliquent qu'ils vont mettre le bazar, qu'ils vont mettre le feu, que c'est interdit, mais il y a un moment donné, on se dit, vous êtes des démocrates et vous méprisez le vote des électeurs. Votez autre chose, votez autrement, invitez les gens qui n'ont pas voté à aller voter pour que vous ayez peut-être une représentativité élargie. Peut-être d'ailleurs les gens qui ont compris, moi le premier, qu'il y avait peut-être une possibilité effectivement d'être entendu. Car le problème, c'est que les gens ne sont pas entendus depuis des années. En 92, il s'agissait, au moment du traité de Maastricht, de choisir entre une idée et une opposition à cette idée. L'Europe de Maastricht, ça n'existait pas. Ce serait la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, etc. Bon, c'est facile d'embobiner les gens et de leur présenter l'idée comme la bonne idée. Et en face, on aurait des nationalistes, d'autant qu'il y avait Jean-Marie Le Pen. De ce côté-là, de l'autre côté. Après, les gens ont vu ce qu'était l'Europe. Ils se sont dit, misère, chômage, pauvreté, etc., ça n'a pas disparu. Donc en 2005, ils disent non, traité de constitution, là, ça ne nous intéresse pas, on n'en veut pas. 2008, je l'ai beaucoup dit, mais 2008, coup d'État. À l'époque du président Sarkozy et de Hollande, tous les deux d'accord, qui disent allez, on va demander au Congrès, c'est-à-dire Parlement plus Sénat, de ratifier le traité de Lisbonne, dont Valéry Giscard d'Estaing, toujours dans Le Monde, excellent journal, nous fait savoir que c'est le même traité. Il dit on a juste changé 2-3 paragraphes, modifié des virgules pour donner l'impression aux gens qu'on avait un autre projet. Ce que le peuple avait refusé par référendum, la classe politique l'a imposé en mobilisant ses troupes, les partis qui obéissent au doigt et à l'œil. Sinon, je ne serais plus sénateur, je ne serais plus député, etc. Et là, on voit bien que les gens en ont assez des partis. Ils en ont assez de ces gens, de ce jeu de partis. Mais même du Rassemblement national, parce qu'au contraire, là, on voit depuis 2009 que le parti de Marine Le Pen ne cesse de monter dans les sondages et dans les votes. Ma démonstration, je dis que ces gens ne je vous en prie, mais que ces gens ne voudront pas d'union nationale. Une union nationale, c'est tout le monde. C'est-à-dire, c'est le général de Gaulle qui dit, par exemple, la France est par terre, la libération vient d'avoir lieu. Que fait le général de Gaulle? Il dit, sauf les collaborateurs, je prends tout le monde. Il prend tellement tout le monde qu'il prend Mitterrand, qui lui a été girodiste, vichiste, maréchaliste, il le prend. Il prend même des communistes qui, eux, étaient collabos pendant 2 ans. C'est dire quand même que le général de Gaulle faisait de l'union nationale large. Et puis il a dit pas les collabos. Ceux-là, au moins, non, ils ont joué la carte de l'Allemagne contre la France. Mais proposer un gouvernement d'union nationale qui va être simplement un gouvernement d'union des droites, parce qu'il n'y aura pas un socialiste, il n'y aura pas un communiste, il n'y aura pas un insoumis, il n'y a pas quelqu'un qui dira « allez, mettons tout ça de côté ». Ils sont capables de mettre de côté le Hamas quand il s'agit de sauver leur poste, quand il s'agit de sauver la France, il n'y en a pas un qui est capable de dire « mettons de côté ce qui peut nous séparer pour dire effectivement sauvons la France ». Ces gens pensent il y a des gens qui pensent que l'immigration, par exemple, sauve la France, et des gens qui pensent que l'immigration perd la France. On ne peut pas gouverner avec ces gens-là. Des gens qui pensent que la France n'existe pas, ou alors qu'elle est raciste, vichiste, pétiniste, et d'autres qui disent « non, on a une grandeur de la France qui, depuis 10 siècles, etc. On ne peut pas faire s'entendre des gens sur un projet d'union nationale. Alors c'est un vœu pieux, mais moi je pense qu'au-delà de l'union nationale, juste quelque chose qui rassemblerait les Français. Pas les états-majors. Il faut arrêter les partis qui parlent aux partis. Il faut que, éventuellement, des partis puissent dire on en a assez des partis, ça sert à accéder au pouvoir peut-être, mais ça sert surtout à rendre la parole au peuple. Je rappelle que quand Macron dit, je la joue gaulliste en disant c'est toujours bon d'en rappeler au peuple. On va y venir. Non, mais allez-y, oui, qu'est-ce qu'il disait? Oui, il est toujours bon d'en appeler au peuple. Il fait un message, ce peuple, cette France que j'aime tant. Je dis, mais enfin, qui peut croire une chose pareille? Le général de Gaulle, il dit pas enfin un référendum, si je le perds, je reste. Le référendum, il dit si je le perds, ou si je perds les élections, je m'en vais. Lui, il dit on fait une consultation, si je la perds, je reste. Je vous préviens, je reste quand même. Encore un tout petit mot de ce qui se passe du côté de la droite nationaliste, à Reconquête notamment, le parti d'Éric Zemmour. Marion Maréchal a été exclue de ce parti parce qu'elle a tenté de faire le rassemblement avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça dit pour vous de cette frange-là de la droite? Je suis un peu étonné, moi je ne connais pas le détail, simplement il y a un moment donné où quand on entre chez Éric Zemmour, on sert Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a un projet, on l'aime ou on l'aime pas. On ne rentre pas chez Éric Zemmour pour dire je vais rentrer et puis en même temps je vais imposer mon projet. Éric Zemmour, il est connu sur ses positions, elles étaient très connues. Puis d'un seul coup, on a quelqu'un qui se rallie et qui dit oui, mais moi je ne pense pas comme lui sur l'Ukraine, sur l'islam, etc. À un moment donné, on lui dit mais dans ces cas-là, crée ton parti, vas-y toute seule. Alors ils vont ensemble aux élections, puis après il dit bon je continue à avoir un programme qui n'est pas le programme d'Éric Zemmour. À un moment donné, je comprends qu'Éric Zemmour dise qu'es-tu venu faire dans cette galère? Pourquoi y es-tu resté? Tu t'es fait élire, formidable, très bien, sur un programme qui était quand même le mien, et puis maintenant tu t'en vas. Qu'est-ce que ça veut dire? De fait, c'est assez illisible de la part de Marion Maréchal Le Pen. Elle aurait très bien pu ou rester chez sa tante ou aller chez Éric Zemmour, mais
La discipline, ça existe. Quand on entre dans un parti, moi, j'ai pas la fibre pour ça, pour rentrer dans un parti. Mais dans un parti, on pourrait faire à l'achevènement. Enfin, vous êtes trop rebelle, Michel. On ferme sa gueule ou au démission. C'est ça. Mais non, parce que je suis capable d'être loyal. Et discipliné. Je suis discipliné quand j'ai décidé d'entrer dans une aventure. Et à un moment donné, si vous rentrez dans l'aventure Zemmour, vous êtes là pour servir le chef. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Vous dites pas j'y vais, je m'en sers. Et puis à un moment donné, quand ça me va plus, je pousse aux extrémités. Bon, bah évidemment, Éric Zemmour, il la met à la porte. Simplement, le trajet d'Éric Zemmour, c'est terrible quoi pour lui, vraiment. On verra quel avenir maintenant pour Maréchal Le Pen va donner. On va parler maintenant d'Emmanuel Macron, quand même de ce qui s'est passé pour le président de la République, avec quand même le Rassemblement national qui est arrivé en tête de 93% des communes du pays. Il a annoncé la dissolution et puis après il a fait une grande conférence de presse, Emmanuel Macron, pour évoquer des alliances contre nature, aussi bien à droite qu'à gauche. Je vous propose qu'on l'écoute. Depuis dimanche soir, les masques tombent. Et la bataille des valeurs éclate au grand jour. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Là-dessus, sur ce que dit Emmanuel Macron, fondamentalement, il n'a pas tort. Non, il a même franchement raison. Il a même raison. Mais il a juste tort d'imaginer que lui échapperait au schéma. Parce que lui aussi, il est dans la boutique, lui aussi, il est dans la bidouille, lui aussi, il est dans le bricolage. Il ne faut pas qu'il nous fasse le coup de la France, parce que ça fait bien longtemps qu'on voit bien que quand on le juge à ce qu'il a fait, il n'a pas fait grand-chose en faveur de la France. Il s'est beaucoup servi de la France, il n'a pas beaucoup servi. Il a beaucoup travaillé pour l'Europe. Ah bah ça oui. L'Union européenne. Ah bah bien sûr. Alors là-dessus, il est impeccable. C'est pour ça que la gifle est d'autant plus sévère. Oui, mais non, mais en même temps, on ne peut pas d'un côté dire la France c'est pas très grave, il faut juste qu'elle soit une espèce de rouage de l'Europe, et les gens disent non, cette Europe on n'en veut pas. Et là d'un seul coup, je dis mais c'est à moi qu'on dit non. Et vous savez, c'est les théories célèbres d'un certain nombre de psychologues, Didier Pleu par exemple, mon compatriote de Caen, qui a écrit sur ce sujet-là, sur l'intolérance des enfants gâtés à la frustration. Et d'un seul coup, la frustration, c'est on voit une carte de France et elle est toute bleu Marine Le Pen, et d'un seul coup, il dit ces gens ne m'aiment pas. Mais comment se fait-il ? Et on l'entend encore dans les heures récentes, là, dire « j'ai beaucoup travaillé, je travaille comme un fou ». C'est vrai. Probablement, il travaille comme un fou. Mais pourquoi faire ? C'est pour faire des bêtises, ça ne sert à rien de travailler comme un fou, il vaut mieux s'arrêter, se calmer, puis regarder la télévision. Mais s'il s'agit de travailler comme un fou à la promotion de l'Europe contre la France, par exemple en faisant de l'Ukraine une priorité quand il y a des étudiants qui sautent un repas aujourd'hui, des gens qui dorment dans leur voiture, ou des pauvres partout. Est-ce que vraiment la priorité d'un chef d'État, c'est d'aller régler les problèmes du Donbass, par exemple, quand il y a en France, là pour le coup, quand la France brûle, est-ce que vraiment l'intérêt, c'est d'aller regarder ailleurs du côté de l'Ukraine ? On ne peut pas prendre toute la misère internationale du monde sur ses épaules. On ne peut pas gérer le problème du Tibet, par exemple, ou le problème de Taïwan, ou le problème du Sahara occidental, ou je ne sais quoi. Il y a un moment donné où on ne peut pas tout faire. Il y a 24 heures dans une journée. Alors même s'il travaille beaucoup, ce serait bien qu'il réduise ses interventions planétaires, européistes, parce qu'évidemment, il est en train de penser un peu à sa retraite. Quand il sera plus président de la République française, l'Europe lui permet plus facilement une issue de secours que de devenir président du Tadjikistan. Ce sera quand même plus facile pour lui. Donc il travaille beaucoup à ça. Il se sert de la France pour ça. Et là, d'un seul coup, les Français lui disent, peut-être un peu confusément, mais on a compris ton jeu. Il n'est pas content. Alors, il a aussi parlé de l'extrême droite. Il dit « Je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite ». C'est vrai que ce serait une défaite ultime pour lui. Écoutez les mots qu'il a choisis. Tout le monde disait « L'extrême droite arrive. En 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen. C'est déjà écrit. » Mais tout le monde y allait de ses petits calculs. Chacun tirait ses bords. Chacun menait sa barque. Ben non. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. C'est un retour au peuple qui vous va, qui est crédible pour vous, Michel Onfray, ou pas ? C'est toujours crédible le retour au peuple. Simplement, c'est une instrumentalisation du peuple. Je vous dis que si vraiment il était dans une perspective gaulliste ou gaullienne, j'ai vu que quelques-uns disent « Ah, une grande geste, la grande geste gaulliste ». Non. Le général de Gaulle, il associe son destin personnel
au résultat. Il dit, vous votez pour moi, je dissous l'Assemblée nationale, je vous rappelle, hein, après mai 68. Il a un raz-de-marée, et le général de Gaulle dit, c'est les élections de la trouille. Il dit, en gros, ils n'ont pas voté pour moi, ils ont voté pour l'ordre, le retour de l'ordre. Moi, il me faut un truc. Et il fait un référendum. Et il fait un référendum sur la participation. Et on va l'écouter dans 2 secondes. Ah bah très bien. Le général de Gaulle. Et le référendum sur la participation, il y a Pompidou qui fait ce geste, c'est rapporté par Jean Lacouture. Il est devenu cinglé. Voilà. Il ne le dit pas en présence du général de Gaulle, mais il le dit aux autres. Parce que là ces temps-ci, on a du violon autour de Pompidou. Ça a été quand même l'un des premiers antigaullistes. Hein. Après, avec les socialistes, les communistes, etc. Mais le général de Gaulle dit, je veux un référendum. On ne veut pas que ce soit sur la participation, parce qu'on dit il est cinglé. C'est Tito, c'est la Yougoslavie, c'est l'autogestion. Oui, c'était ça que proposait le général. Et c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui proposer d'ailleurs pour sauver la France. Et à un moment donné, il voit bien qu'il a perdu, puisque Giscard dit oui, mais ça veut dire non. La gauche a voté massivement contre lui, puis une partie des gaullistes historiques, notamment Pompidou et quelques autres, je ne sais pas ce qu'ils ont voté, mais enfin on voit bien qu'ils ne soutenaient pas ce programme. Et le général de Gaulle s'en va. Il dit je perds, je m'en vais. Macron a dit très précisément, si je perds, je vous le précise, une chose, c'est que je reste. Il dit je ne démissionnerai pas, en aucun cas. Donc évidemment, c'est le contraire du général de Gaulle, mais ça ne m'étonne pas, c'est comme ça depuis le début. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On va écouter donc le général de Gaulle, Michel, lorsqu'il a sollicité les Français par référendum pour approuver l'élection du président de la République au suffrage universel. 1962, on écoute le général de Gaulle en 1962. Il a clairement corrélé la réponse des Français à la suite de son action. Archive. Quant à moi, chaque oui de chacune de celles, de chacun de ceux qui me l'aura donné, me sera la preuve directe de sa confiance et de son encouragement. Or, croyez-moi, j'en ai besoin pour ce que je puis faire encore, comme hier j'en avais besoin pour ce que j'ai déjà fait. Ce sont donc vos réponses qui me diront le 28 octobre, si je peux et si je dois poursuivre ma tâche. Voilà pour le général de Gaulle, Michel Onfray. On voit bien que là, il dit, c'est où vous me dites oui, ou je m'en vais. Et il n'y a pas de demi-mesure. C'est le génie de la Ve République de réunir la monarchie et la République. La monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. D'où le suffrage universel. J'ai vu que c'est 1962, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il dit la volonté du peuple va générer la désignation d'une personne. Cette personne n'a pas des droits, mais des devoirs à l'endroit du peuple. C'est le contraire de Macron, qui lui pense que parce qu'il a été élu, il a tous les droits sur le peuple. Le général de Gaulle dit ça me donne des devoirs. Moyennant quoi, si je perds ce contrat social entre vous et moi, je suis le monarque, mais en même temps la République, c'est que vous disposez de la guillotine. La guillotine, c'est quoi? Les élections. Vous votez contre moi, mon parti, mes représentants, etc., ou ceux qui se réclament de moi, je m'en vais. Et c'est le coup de génie, parce que voilà un homme qui dit, mais moi je suis à votre service. C'est pas quelqu'un qui dit, comme Macron, la France c'est moi, et si je perds, je reste. Non, lui il dit, si je perds, c'est que vous ne voulez pas de moi, si vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. La souveraineté vous revient, la souveraineté populaire, c'est ça, démocratie, on apprenait ça jadis à l'école, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et le général de Gaulle dit, ce pouvoir, il le dit en 62, à cette date, doit culminer dans un homme qui, lui, a des devoirs. C'est-à-dire, il dit, mais je ne suis pas investi des pleins pouvoirs, je suis investi du pouvoir que la souveraineté nationale m'aura donné, que le peuple m'aura donné. Et aujourd'hui, le peuple passe à la trappe. Mais plus personne n'aurait ce courage-là. Aujourd'hui, plus personne n'a ce courage-là. Bien sûr. De dire, vous ne votez pas comme... vous votez contre moi, je m'en vais. Et bien sûr. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a tant d'instituts de sondage et pourquoi il y a tant de conseillers en communication. Parce qu'il s'agit d'aller... Alors là, pour le coup, c'est ça le populisme. Et c'est ça la démagogie. On utilise le mot n'importe comment, mais la démagogie, c'est l'art de séduire le peuple. Donc on dit, mais que pensez-vous? Ah, c'est très exactement ce que je pense. Vous êtes d'accord sur quoi, sur ce sujet? Vous êtes pour ou contre la peine de mort? Ah, c'est bizarre, moi également. C'est ça le démagogue. Le général de Gaulle, il dit, moi je pense ça. Vous voulez, vous prenez. Vous voulez pas, ne prenez pas. Quand le 18 juin, il fait l'appel, il n'a pas demandé à un institut de sondage ou à des conseillers en communication combien de gens allaient répondre en disant « Vous avez été 0,6% à dire que vous viendriez me rejoindre, donc je ne fais pas cet appel du 18 juin. » Il y va et il dit « J'en appelle à l'histoire. » Personne n'en appelle plus à l'histoire. Personne n'en appelle plus au peuple. Et le peuple, aujourd'hui, il est berné. Il est subjugué. À chaque fois qu'on lui demande sa voix, c'est la plupart du temps pour lui mettre une gifle dès qu'on aura vu qu'il a mal voté. Michel Onfray, si on regarde maintenant ce qui s'est passé à l'échelon européen, parce que c'est important, c'était quand même
même la question qui était posée le dimanche 9 juin. On voit que l'extrême droite, on voit que la droite nationaliste progresse incontestablement, comme le Rassemblement national en France, comme le FPÖ en Autriche. L'AfD en Allemagne termine en seconde position, juste devant les sociodémocrates de Scholz. Et à l'échelle de l'UE, cette droite nationaliste reste néanmoins très divisé entre deux groupes, celui du mouvement de Marine Le Pen et celui de Giorgia Meloni. Est-ce que les grands équilibres ont bougé, selon vous, au sein de l'Union ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que s'il n'était pas empêtré dans lui-même, notre président de la République, s'il n'était pas obsédé par lui-même, s'il n'était pas un kégotiste, il lui suffirait de dire « j'oublie un peu la France, mon cas personnel, et ce qu'on m'a dit, et je regarde ce qui s'est passé en Europe ». C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé en Europe confirme que ce sont les Européens qui ne veulent plus de cette Europe libérale. Et pas seulement la petite personne d'Emmanuel Macron. Il y a un moment donné où il pourrait se dire « bon, peut-être que je peux avoir une blessure narcissique, mais au-delà de ça, j'entends que cette Europe ne joue pas pour les peuples, qu'elle joue même contre les peuples. Les peuples le disent. Alors je veux bien que les Maastrichtiens criminalisent tous les autres en disant « ah, ceux-là sont des fascistes ». Bon, il est banquier, il n'a pas une formation d'historien, donc il a le droit de dire des bêtises. Mais il faut arrêter, un chef de l'État ne peut pas reprendre cette bêtise qu'il y aurait de l'extrême droite là où il n'y en a pas. L'extrême droite, c'est un concept historique, de la même manière que fasciste. On ne peut pas utiliser Oradour-sur-Glane comme ça en permanence, on ne peut pas utiliser les nazis, on ne peut pas utiliser les camps de la mort simplement pour un bénéfice électoral. C'est honteux, cette façon d'utiliser les juifs. D'ailleurs, moi je le dis depuis très longtemps. Je dis, mais la communauté juive ne devrait pas accepter, devrait presque même porter plainte à chaque fois que quelqu'un fait un usage électoraliste ou démagogique de la Shoah. Ou même d'Oradour-sur-Glane. En disant, j'ai rencontré le maire d'Oradour-sur-Glane, vous avez bien compris, je suis Oradour-sur-Glane, comme d'autres iraient à Stalingrad, en disant, je lui ai demandé s'il y avait des problèmes, il me dit, ah non, il n'y a pas de problème, zéro. Ah bah tout ça, c'est bien la faute à CNews. Non, mais l'Union européenne en tant que telle va néanmoins continuer à fonctionner comme elle l'a toujours fait, Michel Onfray. Oui. Ces élections européennes ne vont pas fondamentalement bousculer le fonctionnement de l'Union européenne. Eh ben, si vous permettez un petit mot personnel, à un temps on avait pensé à Front Populaire chercher un candidat pour faire une liste aux européennes, et quand j'ai vu à quoi ressemblait tout ce marigot, quand j'ai vu à quoi ressemblait l'impéritie de cette proposition d'installer des gens sur le Titanic, en disant voulez-vous être au premier rang ou au deuxième rang pour monter sur le Titanic, vous verrez mieux l'iceberg que nous allons fracasser. Ça sert à rien, de fait. Alors ça sert quand même à quelque chose, c'est que pour le coup, quand il y a un retour national, on s'aperçoit que le chef de l'État peut être un peu ébranlé. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il ait agi sous la précipitation. C'est pas le genre. 40 minutes plus tard, il décide de ça. Il aurait très bien pu faire comme d'habitude, en disant même pas mal. Le lendemain, il faisait un petit tour dans une usine de fabrication de chaussures made in France. Et puis, ça passait comme lettre à la poste. Il fait ça depuis des années. Et donc là, il est en train de jouer avec le feu. Des fois, quand on joue avec le feu, on met le feu au pays tout entier. Et si embrasement il y a, ce sera de sa faute. Un tout petit mot du dernier numéro de Front Populaire, parce que je le trouve passionnant. Manger tue, empoisonnement aux souverainetés. Bon, moi qui pensais qu'on allait avoir des sujets moins anxiogènes, mais quand même, c'est très intéressant. Vous dites qu'une civilisation, elle se manifeste dans ses monuments, ses œuvres, mais aussi dans un verre de vin ou une assiette remplie d'un mets qui concentre de la mémoire et donc de l'histoire. Michel Onfray, racontez-moi. Bah oui, si vous allez en Corée, par exemple, on mange du chien. Où on mange des poulpes vivants, et quand de temps en temps, le poulpe, il est en train de... Arrêtez. Ah oui, il y a même des gens qui meurent parce que le poulpe vivant descend. Donc c'est une culture. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. On dit des Chinois d'ailleurs qui mangent tout ce qui est quatre pattes sauf une table, tout ce qui nage sauf un sous-marin, tout ce qui vole sauf un avion. Mais donc effectivement, il y a dans les rapports, même la façon de couper, d'escaloper, de cuire, vous dites autant qu'un fronton de cathédrale, vous dites autant qu'une cantate de Bach, vous dites autant que... etc. Et donc... on a essayé de montrer comment on pouvait être souverain en matière d'alimentation. Si la France n'est pas souveraine en matière d'alimentation, ceux qui nous nourrissent, ils peuvent nous affamer le jour où ils décideront de ne plus nous nourrir. Et puis on mange aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont dangereuses. Pour la santé. Perturbateurs endocriniens, pour la santé. Même toutes ces choses qui font qu'on dit oh là là, mais vous avez pris du poids, vous avez du diabète, vous faites des triglycérides, on va vous faire une petite ordonnance. Et puis vous allez devenir un client à Big Pharma. Parce qu'effectivement, la nourriture vous aura transformé en malade. Et donc, on analyse dans ce volume, avec des très belles contributions, hein, vraiment. Et on analyse un petit peu ce que ça peut signifier, la souveraineté alimentaire, parce que le souverainisme, c'est pas juste un gros mot, ça peut se voir à l'œuvre dans l'assiette et dans le verre. La civilisation qui s'effondre emporte avec elle une façon de se nourrir au profit d'une autre. C'est un des nombreux thèmes que vous traitez dans ce dernier numéro de Front Populaire, qui est absolument intéressant sur la malbouffe et la mondialisation, ainsi que la paysannerie. Merci beaucoup, Michel Onfray. On n'a pas vu passer le temps aujourd'hui encore. Comme jamais. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles péripéties
sur le plan politique. Merci à vous. On était sur CNews et sur Europe 1.